C'est un dessin paru récemment dans un hebdomadaire satirique en Turquie, un des rares médias impertinents à avoir échappé aux foudres de la censure gouvernementale. Deux hommes discutent du référendum qui dimanche prochain se tiendra pour demander aux Turcs s'ils veulent instaurer un régime présidentiel fort qui concentre entre les mains du président un grand nombre de pouvoirs. Et puis l'un demande à l'autre, tu vas voter oui ou non, et l'autre de répondre quoi? Il y a un autre choix que le oui. Bonjour Ahmet İnsel. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes politologue, sociologue, auteur du livre La Nouvelle Turquie d'Erdogan. Vous êtes ce matin dans notre studio de Paris. On vous en remercie jusqu'à 8h. Alors voilà, je citais ce dessin qui est très parlant a priori. 9 mois après le coup d'État raté, 9 mois après la violente reprise en main par le gouvernement qui s'est traduit par une purge sans précédent dans tous les domaines de l'État, y compris d'ailleurs dans les médias. Je vous soumets cette question. Est-ce que les Turcs dimanche auront vraiment le choix ? Oui, encore heureusement, nous ne sommes pas dans une dictature complète et les Turcs, ils ont encore le choix et les sondages d'opinion montrent que grosso modo, le oui et le non sont vraiment en tête-à-tête et que l'issue de ce scrutin n'est pas déterminée d'avance. C'est notre seule chance d'ailleurs pour parler encore d'un bribe de démocratie possible, pas actuelle, mais d'une redémocratisation possible de la société. La société turque, en tout cas la moitié des électeurs semblent être décidés à voter non. Mais si le oui passe avec 1 point d'avance ou 2 points d'avance, effectivement, les choses vont s'accélérer dans un sens d'une autocratie de plus en plus autocratique. Alors on va effectivement évaluer les conséquences d'un oui. Sur le scrutin, quand même, compte tenu des purges dans l'appareil d'État et dans la justice, quelles assurances a-t-on que ce scrutin ne soit pas faussé, sans fraude, que les urnes ne soient pas bourrées? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Nous n'avons pas les garanties du côté du pouvoir judiciaire, nous n'avons pas les garanties du côté du pouvoir, évidemment. La seule garantie que nous avons, c'est la mobilisation citoyenne. Actuellement, les partis d'opposition et les associations citoyennes sont très mobilisés pour surveiller les à peu près 170 000 urnes. Je ne suis pas sûr qu'ils réussiront à le faire pour la totalité, mais pour la très grande majorité, il y aura des observateurs. Et maintenant, les gens sont occupés avec des téléphones portables, les smartphones. Et c'est un appareil redoutable. Un réseau de surveillance, quoi, oui. Oui, c'est un appareil redoutable contre toute velléité de fraude parce que vous avez les photos immédiates des procès-verbaux des urnes à la sortie. Mais après, s'il y a des réclamations pour fraude, comment ces réclamations pourraient habiter, ça je ne sais pas. J'espère que nous ne serons pas à cette situation-là et que le pouvoir, s'il perd le référendum, n'aura pas la tentation du fraude. Savez-vous s'il y aura des observateurs étrangers pour ce scrutin ? Il y a des observateurs de CSCE qui ont déjà fait un rapport préélectoral sur la campagne qui montre que entre les tenants du oui et les tenants du non, il y a une inégalité extraordinaire, notamment au niveau des médias, mais aussi dans les campagnes, dans la rue, etc. Quand vous voyez les villes d'Istanbul, d'Ankara ou des villes de province, tous les murs sont tapissés de oui, les supports publicitaires officiels sont couverts des affiches du parti de Tayyip Erdogan et du oui. On voit quasiment pas de non. Les médias sont extrêmement occupés. 80% des médias font la propagande du oui, évidemment. Mais malgré cela, donc du coup, le rapport de CSE est très critique sur la campagne, mais on va voir les observateurs sur place, ce qu'ils vont dire sur le déroulé de l'élection. Ahmet İnsel, l'implication du président Erdogan dans la campagne était considérable. On a l'impression qu'il a déployé ses qualités de tribun comme jamais. Certains l'ont même comparé à un imam, un prédicateur qui galvanise les foules, capable de les faire pleurer, de leur faire peur aussi. C'est juste, c'est l'image que vous en avez ?
Ce n'est pas la première fois. En tant que président de la République, il a déjà fait 2 fois cette campagne. En tout cas, il l'a fait avec autant d'interventions. Normalement, le président de la République en Turquie, constitutionnellement, est impartial. Ne peut pas être membre d'un parti politique et ne peut pas être parti dans une élection ou dans une campagne référendaire. Mais le président de la République, depuis qu'il a été élu pour la première fois au suffrage universel en août 2014, considère que cette disposition constitutionnelle est dépassée et donc il a créé une situation de fait de président partial. Et donc du coup, il est totalement engagé, comme vous l'avez souligné, mais il avait été déjà engagé aussi très massivement de la même manière avant les élections de juin 2015, ce qui ne lui avait pas empêché à son parti de perdre la majorité, mais il avait forcé le Parlement pour annuler ces élections, c'est-à-dire empêcher la création de coalitions, et il avait regagné une majorité parlementaire en novembre 2015. Donc, du coup, ce n'est pas la première fois que nous voyons le président de la République, chef de parti, chef de clan, s'engager massivement et il occupe la totalité quasiment de la campagne du oui. Il pense que c'est lui seul qui peut mener par son charisme et son dialogue direct avec le peuple qui le soutient, une partie du peuple qui le soutient. Mais nous verrons si c'est efficace. Il y a une certaine réticence, il faut reconnaître, il y a une certaine réticence parmi les électeurs traditionnels du Tayyip Erdogan et les électeurs surtout dans les électeurs de l'extrême droite nationaliste, notamment une petite partie des électeurs de Tayyip Erdogan considèrent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut changer la constitution alors qu'ils ont tous les pouvoirs et Tayyip Erdogan a tous les pouvoirs. Cette demande d'augmentation encore du pouvoir dans les mains du président inquiète aussi un peu une partie de son électorat. D'ailleurs, si jamais le non gagne, ce sera par des défaillances dans le camp de Tayyip Erdogan. Ah oui, c'est ça. Il pourrait être effectivement contrarié par sa droite. C'est très intéressant. Alors, c'est ça. Voilà, il y a 2 scénarios. Le principal est quand même le scénario du oui, Ahmet İnzel. Si cette réforme est approuvée dimanche, est-ce qu'on peut dire clairement que l'essentiel du pouvoir exécutif appartiendra au président? Fin du régime parlementaire en Turquie? C'est pas l'essentiel, c'est la totalité. La totalité du pouvoir exécutif passe dans les mains du président de la République parce qu'il n'y a plus de Premier ministre. Les ministres ne sont pas issus du Parlement. Les ministres seront nommés directement par le président de la République parmi ceux qu'ils veulent. C'est-à-dire, si jamais ils sont députés, ils quittent leur mandat de députation. Et le conseil gouvernemental, on ne sait pas comment l'appeler, le conseil de la présidence éventuellement, n'a pas à présenter demander un vote de confiance devant le Parlement. Donc là, il y a une séparation très nette entre le Parlement et l'exécutif. Mais le Parlement ne servira plus à rien, de facto. Servira à faire des lois, mais il y a un deuxième dispositif qui est un peu l'enjeu, c'est que le président de la République, avec le changement constitutionnel, pourrait devenir membre de parti politique. Et Tayyip Erdogan, probablement, ne sera pas un membre lambda de son parti politique, il peut devenir chef de parti. Et par conséquent, nous aurons un cas de figure exceptionnel. C'est-à-dire, le président de la République, il est en même temps l'unique chef de l'exécutif avec un gouvernement qui est seulement responsable devant lui, et en même temps, comme chef de parti, il peut être chef de la majorité parlementaire, et donc du coup contrôler aussi tout le travail législatif. Il concentre tous les pouvoirs. Quelle est la différence entre ce que vous nous annoncez et une dictature? La différence, a priori, sera très fine, non? Il sera élu, les dictateurs rarement sont élus, mais en tout cas, les dictateurs tels que nous connaissons font des élections truquées. Et ils sont élus à 99% des voix, c'est ça, oui. 89% des voix. Pour le moment, en Turquie, je dis bien, les élections ne sont pas truquées et c'est pluraliste. Donc du coup, c'est pourquoi on utilise de plus en plus le terme, une perspective d'autocratie élective. Oui, ce sera aussi une forme de présidence à vie. Il pourrait se renouveler perpétuellement, oui.
Alors, perpétuellement, non, mais en tout cas jusqu'en 2029, puisque normalement, la Constitution n'autorise au président actuellement que d'être élu 2 fois de suite. La nouvelle Constitution aussi introduit cette limite. Le président ne peut être élu que 2 fois dans sa vie, d'ailleurs c'est précisé, mais avec la nouvelle Constitution qui va entrer en vigueur s'il lui remporte en 2019, on met les compteurs à zéro et donc du coup, il peut recommencer à être élu en 2019 et élu en 2024. Donc, il peut aller jusqu'à 2029. Ahmet Inzel, quelles conséquences sociétales cela pourrait-il avoir, et notamment sur le plan de la religion? Est-ce qu'on verrait le retour encore plus fort du religieux islamique, la fin du kémalisme qu'on connaît, et de la sécularisation? Tout cela pourrait arriver? C'est déjà un peu en cours. La fin du kémalisme est déjà entamée. La présence de la religion dans l'espace public est déjà très avancée. Ce n'est pas pour autant, évidemment, un pays qui est dirigé par les lois islamiques. C'est par la charia. Ce sont des lois civiles, mais avec une forte connotation dans l'espace public pour le moment de la religion dominante de l'islam sunnite. Tayyip Erdogan a, a utilisé beaucoup les référents religieux, les référents religieux, la mythologie religieuse musulmane dans ses discours. De plus en plus, le rôle de la direction des affaires religieuses dans l'encadrement social devient massive. Il y a le fameux projet de Tayyip Erdogan qu'il a dit ouvertement il y a maintenant 3-4 ans, je crois, que le projet de son parti et son projet personnel, c'est de former des générations pieuses. Donc, ces générations pieuses seront formées essentiellement par des écoles professionnelles d'imams et prédicateurs qui servent de fait comme des écoles religieuses, laïco-religieuses, si vous voulez. Et son fils est très engagé à la tête d'une fondation soutenue beaucoup par les moyens publics pour promouvoir justement le développement de ces écoles d'imams et prédicateurs qui servent d'écoles religieuses en Turquie.